Hello, je voulais vous présenter une nouvelle version de Kernel Custom qui est dédiée à l'interface graphique. Alors, ça va se passer en 2 étapes, voire 3 étapes. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et que vous allez passer un bon moment. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Perdons pas de temps. Alors, commençons l'installation de Kernel Custom GUI. Pour ça, on va prendre un terminal. On peut très bien le faire sans, mais pour la présentation, j'ai l'habitude de travailler comme ça, ben, on le fera comme ça. Donc, maintenant, on voit que j'ai déjà rapatrié l'archive nécessaire à l'installation. Donc on va désarchiver. Une fois que ceci est fait, on va copier directement Kernel Custom Manager GUI au bon endroit, ou un endroit qui vous plaît. Mais donc, tant que c'est dans votre espace utilisateur, il y a une raison à ça, c'est qu'il ne fonctionne pas du tout comme Kernel Custom qui est dédié normalement au serveur donc headless, donc qui n'a pas d'interface graphique. Lui, oui. Donc pour pouvoir s'exécuter et fonctionner correctement avec les bons droits, il a besoin d'un user space et non pas en étant en route. Par contre, pour les commandes où il doit aller installer les kernels et tout ça, il va vous demander automatiquement le mot de passe pour le faire. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on va directement à la racine de votre répertoire utilisateur où on a copié Kernel Custom Manager. On va rendre exécutable l'installateur. On le lance. Il va y avoir un check de vos dépendances. Donc là, j'ai déjà exécuté pour la vidéo pour pas qu'on attende qu'il fasse tous les contrôles des dépendances et tout. Là, il le fait, mais c'est entièrement transparent pour vous. Euh, il va faire l'installation automatiquement de tout ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à essayer de chercher tel ou tel paquet. C'est prévu. Vous pouvez les fouiller dans le script, hein, c'est fait pour ça. Vous verrez bien, c'est assez propre comme c'est fait dedans. Vous allez comprendre tout seul qu'est-ce qu'il va installer exactement. Donc une fois que ceci est fait, donc il est disponible de deux manières. Soit vous l'exécutez comme ici présenté, donc depuis votre répertoire où vous êtes actuellement, soit vous venez dans le menu. Et là, il y a l'icône qui correspond à l'applicatif lui-même. Alors, vous pouvez le démarrer comme ça. Une fois que ça c'est fait, ben, on va directement aller. Je vais vous présenter les onglets un par un, pas, pas commencer à vous faire toute l'historique des onglets qui sont disponibles, comme ça vous verrez directement les fonctionnalités. Donc, on va aller dans compiler. Ici, on voit que la dernière version du kernel stable, c'est 6.16.10. On va simplement le télécharger et le désarchiver. Donc il va le faire pour vous, hein. Vous n'avez pas besoin de faire du désarchivage du noyau lui-même. Une fois qu'il aura terminé, on va pouvoir lancer la configuration du dit noyau. Donc on se retrouve un peu comme dans le fonctionnement de kernel custom que je vous ai présenté il y a quelques jours. Là, on peut directement aller dans configurer, et puis on peut prendre la config actuelle du noyau en elle-même, sur lequel vous fonctionnez, ce qui est recommandé pour un utilisateur qui voudrait simplement changer une version de noyau pour des raisons de compatibilité matérielle, ou qui a envie de se faire plaisir pour tester les nouvelles versions, ou simplement charger ici un fichier .config du noyau lui-même que vous avez déjà préparé. Mais on verra pour ça aussi, il y a un gestionnaire de profils qui se trouve ici, qui vous permet de garder des différents profils à pouvoir utiliser. Alors lançons la configuration. Là j'ai préparé le nécessaire pour avoir nconfig. Je lui dis, on va rester un peu plus moderne, hein, on va suivre le temps. Alors, c'est clair que pour la version de Kernel Custom Manager qui est dédiée au serveur en elle-même, donc headless, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je pourrais le faire, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, je trouvais sympa qu'avec la version graphique, on utilise la nouvelle version du menu config, qui est nconfig. Donc là, on n'a pas grand-chose à faire comme modification. On peut juste voir que vous pouvez aller vous balader dans les options du noyau et les retirer, les ajouter comme à votre envie. C'est à vous de voir si vous voulez modifier quelque chose dedans. Là, le but de la démonstration, c'est de montrer que, en fait, on va simplement prendre une config standard et on va recompiler le noyau complet avec qui soit conforme à ce que Debian demande pour son environnement. Donc complet. Donc une fois que c'est fait, comme j'avais expliqué lors de la première vidéo, je ne sais pas si c'est par superstition ou c'est par réflexe, je fais systématiquement ça même s'il n'y a pas de changement. Je resauve la config pour être sûr et je sors du menu. Donc une fois que c'est fait,
c'est prêt. Donc on n'a plus qu'une chose à faire, bah, c'est le compiler lui-même, le noyau maintenant. Donc toujours cette option qui est disponible, le nombre de traits pour faire du parallélisme qui est disponible. Alors là, on va descendre un peu le parallélisme si je dois intervenir durant la vidéo pour vous présenter certaines choses. On peut aussi rajouter des suffixes. Alors mettons-en un pour la démonstration. Et ici, vous avez l'option utiliser fake route. Alors c'est recommandé. Pour bien faire les choses, pour pouvoir faire un travail propre, c'est recommandé. Maintenant, c'est pas parce que vous le désactivez pour gagner en parallélisme, donc en rapidité de compilation du noyau, parce qu'il va se passer avec Fake-Route, c'est que vous êtes là encore dans 2 heures. Donc ça a une importance dans un environnement de prod, mais pour vous à la maison, franchement, sincèrement, c'est pas ça qui va vous faire une config pas propre. Par contre, normalement, l'usage veut qu'on utilise Fake-Route pour travailler. Là, maintenant, comme je l'ai déjà dit, à la maison, il y a pas d'intérêt. Puis vous gagnez en parallélisme, vous allez gagner facilement une bonne heure, voire un peu plus de compilation. Et ça, sous le matériel actuel qui est disponible, je peux vous dire que ça se passe très vite. Là, c'est dans une machine virtuelle, c'est plus lent. Mais si vous avez du hardware dédié à ça, le jour où vous recompilez votre kernel, bah, vous allez vous faire plaisir parce que ça va aller très vite. Donc on va lancer la compilation. Ça va se passer automatiquement. Toute la procédure est automatisée. Alors, je laisse juste la compilation démarrer complètement. Et puis, bah, je vais couper parce que je vais pas vous faire subir comme la première fois. Je l'ai fait aussi. Je vous ai dit, j'arrête la vidéo et je reprends à la fin de la compilation. Donc, à tout à l'heure. Et puis, on va reparler de tout ça après dans le déploiement, des astuces et des us et des coutumes. À tout à l'heure. Nous voilà à la fin de la compilation. On va simplement valider par entrée la fin de cette compilation. Une fois que c'est fait, on peut aller visiter l'onglet des paquets locaux, actualiser, et on va se rendre compte que bien sûr, ben, il y a une disponibilité maintenant du kernel qui a été compilé, et on peut passer à l'installation. Après, on verra la gestion de profil, mais on va déjà voir si ce noyau fonctionne, avant de créer un profil qui nous permet de récupérer notre configuration et la réutiliser. Installons-le. Je préviens, le mot de passe risque d'être demandé 3 fois, parce que, au fait, j'ai pas inclus encore dans le gestionnaire de mots de passe pour l'instant. On verra sur les prochaines versions. Pour l'instant, je suis allé au plus simple pour le moment. Donc, pas de panique s'il demande 3 fois le mot de passe, c'est normal. Et une fois pour le kernel, une fois pour les hiders et une fois pour générer le grub pour pouvoir démarrer sur votre nouveau noyau. Alors allons-y, on va l'installer. Là, c'est de nouveau la même option qu'on avait découvert dans le kernel custom qui est utilisé pour les serveurs. Là, on peut directement sélectionner les hiders, ce qui est quand même assez conseillé parce que si on veut compiler des modules externes au kernel lui-même, ben, ça a son utilité. Alors faisons-le. Donc là, le mot de passe va être demandé une première fois. Ça va prendre un petit temps, assez rapidement, normalement. Ça dépend tout. Là, on est dans une config qui est une machine virtuelle. Alors les accès disques sont pas fabuleux. J'espère bientôt avoir un hardware dédié pour les démonstrations, pour pouvoir faire des plus jolies démonstrations plus rapides, qu'on voie la rapidité des outils. Au sujet des outils, je vais présenter bientôt Strong One Easy. C'est aussi un autre projet sur lequel j'ai travaillé qui permet de simplifier au fait l'utilisation de Strong One pour éviter des complications cérébrales, on va dire, pour avoir une approche plus sympathique du projet. Je vous présenterai ça bientôt. Pour l'instant, on va finir la présentation de kernel Custom Manager GUI. Donc là, le kernel a été installé. Donc on va pouvoir redémarrer. Alors, redémarrer, on peut le faire de plusieurs manières. Soit on peut redémarrer directement de kernel Custom Manager GUI, on peut redémarrer directement depuis là. Ou simplement quitter l'application, fermer les fenêtres adjacentes et redémarrer le système. Pardon. Et là, on va voir, il y aura une petite démo de l'utilité de certaines choses qui vont être faites, donc une démonstration de la compilation des modules au fait de VirtualBox avec ce nouveau noyau.
parce que là, bien évidemment, ben, ils sont plus présents sur ce nouveau noyau. Donc ça va générer certains ralentissements au démarrage qu'on va corriger par la suite. On va juste découvrir un petit shell script qui permet au fait de lier vos sources à USRSRC. Dans la version 3 que je suis en train de préparer, ça sera graphiquement. Là, pour l'instant, dans la version 2, ça se fait manuellement. Donc la version 3 va arriver d'ici 2 semaines, 3 semaines, le temps de la peaufiner un peu. Pour l'instant, j'ai préféré livrer l'application comme ça pour avoir certains retours déjà, pour qu'on se rende compte de comment ça fonctionne chez d'autres personnes. Alors on verra les résultats. Mais la V3 sera beaucoup plus complète à ce niveau-là qu'elle n'est la version 2 actuellement. Donc là, on voit qu'on a certains ralentissements, c'est normal. C'est parce qu'on n'est plus équipé des modules VBox pour ce noyau. On va corriger ça assez rapidement. Après coup, une fois revenu sur notre desktop, on va reprendre Kernel Custom Manager GUI et on va voir effectivement que maintenant, on est bien booté sur le nouveau noyau qu'on a compilé. Alors, on peut déjà créer un profil. Donc, on va sauvegarder. On va l'appeler Kernel Custom 6, 16, pardon, 16, 10. Et voilà. Donc là, maintenant, on a gardé une trace de ce qu'on a fait avec le kernel 6, 16, 10. Ça permettra de le rappeler plus tard. Si vous faites des modifs dedans, ça peut être pratique si vous changez de version de noyau de nouveau. Bah, à tout moment, vous pouvez réutiliser votre configuration. Maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est un petit utilitaire qui va justement, comme j'ai expliqué, intégrer dans la version 3, qui permet de, au fait, linker ou travailler sur les sources, faire certaines tâches qu'on devrait faire manuellement. De nouveau, le but était de les automatiser. Donc pour ce faire, on va appeler le script manage kernel source. On va lui demander de nous lister les kernels disponibles. Donc là, il nous affiche que ici, on a bien une version des sources 6, 16, 10. Pour les linker, ben, on rappelle la ligne. On lui met le simple paramètre link 6, 16, 10. Et, j'ouvre la fenêtre, plus grand. Et on va lui dire qu'au fait, nous, on a fait un suffixe à ce noyau. Donc c'est important de lui rappeler. Donc on remet le suffixe. Voilà. On valide. Et on va retrouver ici dans USRSRC directement les liens nécessaires aux sources qui se trouvent dans le user space, au fait. Donc maintenant, si on veut les utiliser pour voir le résultat, ben on peut, on peut monter les outils. Je vais y arriver. Directement dans un répertoire à cet effet. On va passer avec les droits route. Et ici, on a les nouveaux add-ons addictions que j'ai été chercher au fait directement sur le miroir dev de VBox parce qu'au fait, ils sont pas vraiment encore compatibles avec les kernels récents. Donc pour ça, j'ai dû aller chercher une version un poil plus avancée pour pouvoir vous faire la démonstration des sources, de la recopilation sur les sources actuelles de 6, 16, 10 de leur module. Donc on va lancer la compilation automatique des modules. Donc là, il détecte une précédente version, donc j'ai dû aller chercher la version 7.1.13 de Guest Additions, qui permet de en fait, faire fonctionner correctement sur les nouveaux modules.
Autrement, c'est pas vraiment ça, quoi. Il y a des call traces, c'est pas propre. Ah, ça, j'ai découvert il y a peu de temps qu'on pouvait faire comme ça. Maintenant, c'est juste pour la démo, c'est parce que j'ai pas de matériel à vous présenter de type carte Nvidia. Vu que c'est pas une machine dédiée, ben, je peux pas faire le nécessaire pour vous le montrer. Donc, je vous montre avec ce que j'ai un peu sous la main. Donc, sous la main, c'est les additions de VBox. Voilà. Donc, maintenant, ici, on peut redémarrer la machine. Donc, soit je le fais en ligne de commande, soit je le fais depuis le menu. Faisons-le depuis le menu directement. On ferme tout. On redémarre. Et après, on verra une nette différence de fonctionnement. Ça sera beaucoup plus propre. Ça démarre quand même un peu plus rapidement. C'est quand même un peu plus utilisable. Donc on va reprendre un terminal maintenant, une fois qu'on est logué. Et on va contrôler qu'on est bien sous le bon kernel. Donc là, c'est le cas. Révision 1, c'est notre première compilation. Donc il est tagué du 1. Et maintenant, on va regarder la sortie directement de ce qu'il a fait avec ces modules. Donc là, on voit bien que il a bien compilé les VBox Additions sur le kernel 6.16.10. On n'a pas de call trace, qui pourrait être le cas avec la version 10, donc la version pardon, des VBox Utils 7.10.1. Ça pourrait poser problème. Donc là, maintenant, la démonstration, ben, à ce niveau-là, elle est terminée. Ce que je peux vous montrer encore par rapport à Kernel Custom Manager GUI, c'est l'historique. Donc on voit le temps en minutes, pas en secondes, là, parce que il affiche normalement en secondes les temps de compilation. Donc dans une VM, ça a mis 1h20 avec 10 trades, pardon. C'est pas mal. Par contre, sur du vrai matériel, bon, ben, ça a rien à voir. Ça peut descendre à 45 minutes, 30 minutes avec le matériel qu'on a maintenant. Donc là, c'est une approche beaucoup plus intéressante. Dans l'onglet profil, ben, on a vu tout à l'heure que bon, on peut créer différents profils qu'on peut rappeler. Compiler, ben, on a fait le nécessaire avec pour la compilation du noyau. Les paquets locaux, c'est les paquets des différentes versions de kernel disponibles en .deb qui ont été justement compilés avec cette partie-là. Et les kernels installés, ben, c'est justement le kernel sur lequel on a démarré, il y a un vu. Maintenant, il y a juste une chose à prendre en considération, c'est que dans Grub, il va prendre ce premier noyau comme démarrable, et après vous allez devoir aller dans le menu plus bas, sélectionner au fait les différentes versions. Si vous avez plusieurs noyaux différents compilés, ben, vous devez les sélectionner vous-même à la main ou aller modifier le fichier à cet effet pour pouvoir. On pourra peut-être faire une petite vidéo là-dessus aussi pour aller voir comment changer l'ordre des démarrages des kernels eux-mêmes. Alors voilà, c'était ma deuxième vidéo avec un micro neuf. Cette fois-ci, j'ai investi dans quelque chose de plus cool. Je suis toujours pas trop à l'aise encore, ça va venir. Faut que je m'aguerrisse un peu sur les démonstrations. Mon fort, c'est plus de créer que de faire des démos. Je voulais aussi préciser il y a une partie d'aide qui a été faite grâce à une IA qui s'appelle Claude. Je pense que ceux qui connaissent vont comprendre tout de suite. C'est plus une envie d'utiliser les outils courants qui sont mis à disposition maintenant qu'au fait de simplifier le travail, parce qu'il y a une part de travail manuel là-dedans. Je lui ai apporté ce que j'avais déjà créé moi. Et puis, ben, c'est une forme de collaboration, comme avec un collègue, au fait, avec qui j'échangerai sur le développement. Et bon, ça reste un outil. Mais c'est marrant d'essayer de se coller à ce jeu-là pour voir à quelle rapidité on peut améliorer ou modifier un outil ou son code, parce qu'on est bloqué ou il y a des choses bloquantes, d'arriver à se sortir de cette situation. Donc voilà, moi je tenais juste à expliquer que ben il y a un peu
de la part d'IA là-dedans, ce qui est normal que je le dise, c'est pas à cacher. Et ben, je suis assez content du résultat. Maintenant, c'est un outil qui va évoluer. Il y aura une version 3 qui va arriver d'ici 15 jours. Là, je vais publier cette version, donc la V2, sur le miroir GitHub. Elle sera disponible, tout, tout en pouvant aussi garder la version headless, qui est un script bash. Alors, bon, bah, j'espère que vous avez eu du plaisir et compris surtout quel est l'intérêt de cet outil. C'est de faciliter une tâche fastidieuse ou compliquée. Pour certaines personnes, je dis pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être compliqué. De la rendre plus ludique, c'est le but de cette app. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.